Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par la CCI Alsace-Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller économie numérique à la CCI et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur la thématique du digital et une thématique importante, je pense, comme d'autres, mais ça concerne l'expérience utilisateur et la conversion, l'optimisation de la conversion sur votre site web, sur votre site internet. Donc tous ces termes et cette thématique va nous être décrite et proposée par Julien Renouf, qui est directeur de clientèle chez Humens, l'agence Humens, qui va présenter également, qui est une agence spécialisée dans le digital, mais je le laisserai présenter plus en détail. Ouais. Alors, je vais juste vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. J'avais prévu de le dire un peu plus tard, mais s'il vous plaît, coupez vos micros pour éviter les bruits parasites. Donc, je vais donner la parole à Julien tout de suite. Il se présentera, il déroulera sa présentation. Donc, on va parler de conversion. Ça concerne tout type de site. Pas forcément du e-commerce, mais il y aura quand même un focus sur le e-commerce en fin de présentation. Donc on a prévu 30 minutes comme d'habitude. Je vous demanderai de couper les micros. Les questions, on les traitera plutôt à la fin. Je rappelle que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et que je vous informerai par mail, je vous donnerai le lien, je vous enverrai le lien à la suite de ce webinaire. Voilà, pour moi c'est bon, je vais laisser la parole à Julien. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien tous. Je suis donc Julien Renouf, je travaille pour la société Humens, je suis directeur de clientèle à l'agence de Strasbourg. Alors je vais commencer, je vais vous partager mon écran en espérant que vous voyez tous bien. Karim, tu vas pouvoir me confirmer que vous voyez bien l'écran. Alors oui, on voit, on a juste le mode présentation en fait. C'est pas le bon écran. Alors attendez, Ouais, excusez-moi, on va changer, voilà, les aléas du direct, on va changer l'écran. Alors, ne bougez surtout pas. Voilà. Je vais vous partager l'écran normalement. Si tout se passe bien, c'est toujours pas le bon écran. C'est le bon écran. Non. Alors, j'ai un problème d'écran, mais ne bougez surtout pas. Je vais vous partager l'écran qu'il faut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Et donc, on va partager l'écran. On va arrêter. Voilà. Celui-là. Normalement, c'est OK pour vous. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Alors, déjà, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous êtes intéressés par le sujet. Donc là, on va parler en effet de comment optimiser la conversion sur votre site internet. Alors la conversion, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, quel que soit le but de votre site internet, c'est de savoir comment faire pour que l'internaute aille jusqu'au bout du but de votre site. C'est-à-dire que si vous avez un site qui a comme but de récupérer du contact, par des formulaires de contact, par exemple, notamment, je pense à des personnes dans le domaine de l'assurance, de l'immobilier, etc. Ça va être plutôt, l'objectif de votre site, ça va être plutôt de récupérer du contact. Si vous êtes dans le e-commerce, ça va être plutôt tout simplement de vendre. Donc là, nous, on va parler aujourd'hui de toute la partie ergonomie de votre site et quelles sont les bonnes pratiques, en gros, pour que l'internaute aille jusqu'au bout et que du coup, vous récupériez d'un internaute, ça devienne un client ou du moins quelqu'un qui a répondu aux objectifs de votre site. Alors, je vais commencer par une petite présentation de notre agence, l'agence pour laquelle je travaille, c'est-à-dire Humens, pendant 5 minutes. Et après, je vais donc vous faire la présentation. Ça va durer à petit peu près 20 minutes. Et on aura quelques minutes pour échanger sur vos questions. Ce que je vous propose, c'est de les laisser les questions au fur et à mesure dans le chat. Je les reprendrai au fur et à mesure. Pour les questions un peu plus compliquées ou un peu plus longues à répondre, je me permettrai de vous recontacter directement pour qu'on prenne un peu plus de temps pour en parler.
Donc, le sommaire, donc la présentation de l'agence Humans à Strasbourg. On va parler après des chiffres clés et de l'évolution du comportement des internautes. Je vais vous parler aussi un tout petit peu du parcours consommateur, quelles sont les différentes étapes. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet avec les bonnes pratiques, justement pour optimiser la conversion sur votre site web. Il y en aura à peu près une petite dizaine. On ira après sur la notion de CRO. Je vous expliquerai ce que c'est. C'est pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin encore dans cette idée d'optimisation du taux de conversion. Je résumerai un peu les bonnes pratiques et on aura du temps pour les questions et réponses. Alors, Humans, qui on est? On est une agence de conseil en stratégie digitale. On est spécialisé dans le domaine de l'acquisition et la conversion. Donc, l'acquisition, en fait, c'est comment récupérer du monde sur son site. La plupart d'entre vous ont peut-être un site internet. Nous, on va vous aider à faire venir du monde sur votre site parce que c'est pas évident par différents canaux, que ce soit du référencement naturel, du référencement payant. Ça peut être d'autres leviers aussi. Donc, nous, on va vous aider vraiment à faire venir du monde sur votre site et après à le convertir pour le coup, pour que justement il y ait vraiment que son site utilise complètement son potentiel et que vous récupériez derrière du business. Parce que le but pour nous, c'est d'accélérer vos performances business grâce au digital. Donc, comme vous voyez sur la petite carte, on a plusieurs agences en France. Donc moi, je travaille sur l'agence de Strasbourg. Notre siège est à Rennes, mais donc on a une belle équipe tout au long de nos différentes agences. Et on est hautement certifié. C'est-à-dire que sur la plupart des certifications, que ce soit Google, Facebook ou Microsoft, là, c'est les petites icônes que je vous ai mis, on a les plus hautes certifications, ce qui fait qu'on a toute expertise dans chacun des domaines pour vous donner les meilleures réponses et surtout les meilleurs outils. Sur Humans en 2021, c'est quoi? Alors, peut-être que certains d'entre vous nous connaissez sous notre ancien nom. On a changé de nom il y a quelques temps, il y a quelques semaines, en début mars, on s'appelait anciennement Mediaveil. Mais maintenant, donc Humans, c'est donc 11 agences, à peu près une trentaine de domaines d'expertise dans le digital, c'est-à-dire qu'on peut vous accompagner sur tout le long du parcours du consommateur sur le digital. Ça fait 20 ans qu'on existe, et très important, on est toujours à la pointe au niveau innovation et logiciel, c'est-à-dire que pour nos clients, on ne va pas hésiter à investir une partie de notre budget, une partie de notre chiffre d'affaires dans l'innovation et dans les logiciels, afin qu'on ait les meilleurs logiciels au moment venu pour justement délivrer les meilleures expertises. Sur nos clients, là, je vous ai pris quelques clients que nous, on gère avec mon collègue à l'agence de Strasbourg. Alors, vous voyez qu'on s'adresse à tout type de clients. Là, vous pouvez reconnaître quelques références qui vous parlent peut-être, notamment Stradim dans le domaine de l'immobilier, Topaz Promotion. On travaille aussi avec les acteurs de l'habitat comme Chepé, comme Actea. On fait aussi du e-commerce avec un gros e-commerçant qui s'appelle Roux et Roulette qui est basé dans la région. On est aussi dans le domaine de l'industrie. On peut être aussi dans le domaine du retail. Alors, le retail, tout ce qui est commerce. Là, je vous ai mis juste deux petites références. Pickwick Toys, c'est la structure qui a racheté Toys R Us, que vous connaissez peut-être, ou Beauty Success, qui est aussi très connu dans le domaine. Donc voilà, c'est juste une slide pour vous montrer qu'on peut s'adresser à tout type de problématiques et à toute taille d'entreprise. UX, UI. Alors, peut-être que ça parle à certains, peut-être que pour d'autres, c'est un petit peu flou. Donc là, je vous ai mis juste une petite présentation. En gros, l'UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est comment l'internaute va utiliser le site de façon fluide tout au long de sa navigation. Et l'UI, c'est l'interface utilisateur. C'est plutôt l'interaction que l'internaute aura avec les visuels, les textes, les graphismes, etc. Pourquoi il y a les deux bouteilles de ketchup? C'est juste pour vous expliquer tout simplement que, en gros, rappelez-vous, la bouteille de droite, c'est la bouteille qui est en verre. Dites-vous que c'est une interface utilisateur. L'autre bouteille en plastique, c'est une autre interface utilisateur. Ça a le même but. Par contre, c'est vrai que c'est quand même plus simple d'utiliser celle de gauche où on a juste à presser dessus. Eh bien, on pourra dire, si c'était un site internet, que celle de gauche a une meilleure UX, donc une meilleure expérience utilisateur, parce que rappelez-vous, quand on utilise du ketchup, qu'on doit taper à l'arrière de la bouteille et qu'on en met partout, c'est pas vraiment très pratique. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais ça vous donne un peu l'idée que votre site doit travailler sur ces deux axes, l'UX et l'UI, c'est-à-dire qu'il doit être aussi bien
facile à manipuler, que aussi avoir une interface qui réponde un peu aux envies et aux besoins de l'utilisateur et de l'internaute en l'occurrence. Là, je vais parler du panier d'achat. Dans le domaine de l'e-commerce, il faut savoir qu'il y a 75% des paniers d'achat qui sont abandonnés. C'est-à-dire que quand vous faites du shopping en ligne, vous avez tendance à mettre des choses dans vos paniers et qu'au final, il y en a quand même 3 internautes sur 4 qui laissent tomber le panier. Donc, pourquoi? Comment on peut aller justement jusqu'au bout pour que l'internaute qui laisse des choses dans le panier devienne plutôt client et qu'il achète tout ça? On va vous en parler un petit peu plus tard. Enfin, je vais vous en parler un peu plus tard. Deuxième axe important, les utilisateurs jugent la crédibilité d'une entreprise à son site web. C'est vrai que quand vous tombez sur un site web qui paraît pas de bonne qualité, un peu lent, un peu difficile à utiliser, ça peut donner une mauvaise image à votre entreprise. C'est très important quand même de le prendre en compte. Donc ça joue aussi dessus. Surtout que en ce moment, les internautes, ils ont changé un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont avant un internaute et un client consommaient de la même façon. Maintenant, on va dire qu'on a 2 grands axes. On a les repos et les showrooming. Donc, je vais vous expliquer. Au repos, c'est plutôt des personnes qui initient les achats en ligne, mais qui vont acheter en magasin. Ce repos, c'est la réduction du terme Research Online, Purchase Offline. À l'inverse, showrooming, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire c'est des gens qui se baladent dans les magasins, mais par contre qui vont retourner sur Internet une fois qu'ils ont choisi leur produit et qui vont regarder les comparateurs de prix et choisir et acheter sur Internet. Donc en gros, votre site doit répondre à ces 2 types d'internautes, ceux qui achètent en magasin et ceux qui achètent sur Internet. Ça, c'est les étapes du parcours client. Typiquement, le parcours client, c'est toutes les étapes qui vont emmener jusqu'à la vente. Là, on voit clairement qu'il y a plusieurs étapes. Donc, en gros, les personnes, vous comme moi, on est stimulés par un besoin, peut-être par les grands médias, par de la pub, de l'affichage, etc. Après, on va commencer à rechercher des renseignements. On va rechercher des renseignements sur les moteurs de recherche. On va fouiller un petit peu. Et après, on va arriver sur le site du marchand. Et là, on va hésiter, on n'achète pas. Imaginons qu'on achète. Après, on pourra partager ce qu'on a pensé du produit par les réseaux sociaux, par les avis, etc. Et peut-être que le client, enfin du moins vous pourrez retoucher cette personne qui a acheté en faisant de l'emailing ou d'autres sujets pour faire de la fidélisation. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, il y a donc 2 types d'internautes. Il y a plusieurs étapes sur le parcours client. Donc en gros, il faut adapter votre stratégie de communication au parcours consommateur. Si vous ne l'adaptez pas, ça risque de partir dans tous les sens. Il faut vraiment garder ça en tête. Là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer que sur l'étape 1, c'est-à-dire qu'on est déjà sur votre site, que vous soyez e-commerçant où il faut faire des achats ou que vous soyez une personne qui a un site de captation de contacts. Nous, on va vous aider à convertir. Comment on fait pour convertir? Donc voilà, donc concrètement, comment optimiser cette conversion sur son site internet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du monde qui arrive sur le site, mais qui ne comprennent pas, qui se disent « je ne comprends pas, j'ai de l'audience, mais ça ne vend pas, pourquoi ?» Donc là, moi, je vais vous donner quelques astuces. Tout d'abord, la première, votre site doit être responsive. Alors, responsive, si vous ne maîtrisez pas le terme, dites-vous juste tout simplement que responsive, ça veut dire que votre site doit être adapté à tous les types d'écrans sur lesquels il va être affiché, que ce soit ordinateur, mobile, voire même tablette. Il faut qu'il s'affiche de façon la plus optimale. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, on voit qu'il y a 40% des transactions en ligne se font sur mobile. Si le site n'est pas adapté sur mobile, la transaction ne va pas se faire et c'est dommage. C'est une stat qui date de 2018. Il y a fort à parier que le taux a aussi augmenté depuis. Donc très important, le site doit être responsive. Petite note sur le côté tablette. La tablette est plutôt en déclin. Donc c'est vrai que nous, on conseille plutôt de optimiser sur mobile et aussi sur ordinateur. La tablette, automatiquement, va être aussi adaptée, mais ce n'est pas vraiment un enjeu à l'heure actuelle. Ce n'est plus vraiment un enjeu. Deuxième étape, votre site doit être simple et facilement utilisable. Ça paraît trivial, mais en attendant, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. C'est ce qu'on appelle l'architecture de l'information. L'utilisateur doit trouver un produit assez facilement.
il doit aussi trouver que les produits et vos services sont rangés par catégorie, c'est tout simple. Mais surtout, il ne doit pas tomber dans une impasse. Si c'est le cas, il va se retrouver frustré, il va partir. Ça va peut-être augmenter votre taux de rebond, c'est-à-dire que le taux de personnes qui arrivent sur votre site et qui partent va être trop haut. Ça, c'est vraiment très important. Il faut toujours qu'ils trouvent les bonnes informations au bon endroit. Ça paraît, c'est la deuxième étape, c'est très important. Troisième étape, l'activité de votre société doit être compréhensible rapidement. Là, je vous ai donné 3 exemples. Sur les 3 exemples, vous voyez rapidement que les 2 exemples aux extrémités sont, alors c'est bien, c'est écrit, etc., mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que en premier écran, c'est pas clair, etc., alors que sur celui du milieu, alors c'est un client qui s'appelle Ubister, c'est des logiciels et des solutions SAS sur mesure. Donc là, on comprend bien, il y a un petit texte, voilà, il y a un bouton d'action, ça j'en parlerai un peu plus tard. On comprend tout de suite sur le premier écran quelle est l'activité de votre société. Alors que sur les 2 autres, c'est assez compliqué, il va falloir vraiment qu'on se penche dessus, qu'on relise plusieurs fois, qu'on scrolle, et c'est aussi des freins à la conversion. 4e bon plan, on va dire, le site web doit proposer des boutons d'action pour convertir, des boutons d'action pour n'importe quelle tâche, que ce soit acheter, remplir le formulaire, demander des informations, etc. Ces boutons, ils doivent être visibles, clairs et explicites, avec le même style, un style homogène, et surtout hiérarchisé et affordant. Alors, affordant, c'est tout simplement, on va dire, c'est un terme qu'on n'utilise pas souvent, mais qui veut dire qu'on utilise à la vision, l'objet, enfin du moins le bouton, aura tendance à suggérer sa propre utilisation. C'est-à-dire que là, typiquement, quand vous voyez bouton ajouter au panier, vous comprenez qu'il faut cliquer sur le panier, etc. C'est des boutons qu'on appelle Call to Action ou CTA, mais tout simplement en français, bouton d'action. Ils doivent être aussi hiérarchisés. Là, je vous ai mis un petit exemple sur la droite. Vous comprenez typiquement que ajouter au panier, c'est le premier niveau de conversion. C'est ce que vous, vendeurs, vous, e-commerçants ou vous, comment dire, n'importe quelle société, vous voulez que les gens fassent. Donc, ça va être ajouter au panier en premier, avec la couleur qui va avec, en savoir plus en deuxième et lire la suite en troisième. Quand c'est organisé de cette façon-là, et vous regarderez après ce webinaire sur les sites, c'est quasiment le plus souvent le cas, l'internaute comprend tout de suite que ce qu'il doit faire après, c'est ajouter en panier. Je vous ai mis un petit exemple. Là, on est dans les bottines. Alors, je ne sais pas s'il y a des vendeurs de chaussures parmi nous ou même des e-commerçants qui vendent ce genre de produits, mais là, on peut regarder sur le côté gauche, il y a des bottines, ok, on comprend. Par contre, on ne sait pas quoi faire. Où est-ce qu'il faut que je clique? On comprend qu'il y a un panier en haut, donc théoriquement, on doit pouvoir les acheter. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Alors que sur la droite, on comprend bien que ajouter à la sélection, bah, ça va être le deuxième objet. Par contre, le premier but, c'est ajouter au panier. Avec la couleur, on comprend tout de suite que, hop, on clique dessus, ça va partir dans le panier. Donc ça, c'est la bonne pratique, c'est la pratique de droite. Nouvelle étape, 5e étape, votre site doit contenir des éléments de réassurance. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran sur un site de CRM qui s'appelle HubSpot, qu'on utilise nous en interne chez Humans. Les éléments de réassurance, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des points positifs de votre entreprise, ça peut être des stats, ça peut être des certifications, ça peut être des tendances. Là, en l'occurrence, ils mettent des statistiques qui sont plutôt flatteurs pour leur site, mais ça peut être aussi des points forts. Là, sur un site qui fait de la pose de fenêtres, qui vend des fenêtres, ça peut être ce qu'on appelle des éléments de réassurance, des petits pictogrammes qui prouvent à l'internaute que vous êtes la bonne société, que vous êtes rassurant, et que comme vous êtes rassurant et que vous êtes sérieux, hop, on va acheter chez vous ou on va vous contacter pour un devis. Voilà, ça c'est très important. Donc, je reviens un peu en arrière. Donc les différents éléments de réassurance, des chiffres, des tendances et des points forts de votre marque. 6e étape, les informations clés doivent apparaître en premier. Alors, tout simplement, encore une fois, 75%, c'est le chiffre du jour. Les utilisateurs ne défilent pas le premier écran de lecture. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un site, ils vont déjà regarder qu'est-ce qui se passe. Sur ce premier écran de lecture, il faut qu'il y ait toutes les infos qu'ils aient besoin. La plupart des infos facilement accessibles pour qu'ils continuent un petit peu après ou qu'ils cliquent autre part, etc., et qu'ils continuent leur navigation.
Je vous ai donné un exemple aussi. Je vais plutôt commencer par un mauvais exemple. C'est un site, c'était une page d'atterrissage d'un client. Non, c'était pas un client, c'est d'une personne qui est dans l'immobilier. Donc là, on est arrivé sur le premier écran de lecture, sur la version bureau à gauche et sur la version mobile à droite. La page d'atterrissage, en fait, était sur une résolution d'écran classique. Et on voyait que, bon, bah, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il n'y avait pas de point de conversion, pas de bouton d'action comme on a vu précédemment. Donc là, il aurait fallu que l'internaute défile l'écran pour trouver ce qu'il veut, etc. Donc ça, c'est un frein. Pareil sur la version mobile, pas de bouton d'action. Ça bloque l'internaute. C'est aussi un frein. Bon exemple, c'est le site d'un client chez nous qui s'appelle Marignan Promotion, qui est un très beau promoteur immobilier qui rayonne au niveau national. Là, on a refait le site avec eux et là, justement, on a la bonne pratique, c'est-à-dire qu'en premier écran, sur une fiche programme, vous voyez tout de suite être appelé gratuitement, contactez-nous. Et pareil sur la version mobile, les points de conversion, recherchez, contactez-nous, etc. Donc là, on voit typiquement la bonne pratique sur ce type de client. Ah, il y a un micro qui sonne. Si vous pouviez juste couper les micros, si ça ne vous dérange pas. J'entends un petit bip. Merci d'avance. Le 7e étape, le site web doit proposer un design agréable. Encore une fois, ça tombe sous le sens. Les utilisateurs sont sensibles à un beau site web. Bien évidemment, on passera plus de temps sur un site qui nous paraît clair et joli que sur un site qui nous paraît confus, où il y a, on va dire, un bruit visuel qui nous empêche de comprendre où on va et ce qu'on veut faire dessus. Là, je vous ai donné encore une fois, on va commencer par le mauvais exemple. Les goûts et couleurs, ça reste subjectif, bien évidemment, mais quand même, là, on voit qu'il y a beaucoup de bruit visuel sur ce site. C'est un site, on ne comprend pas tout de suite le but. Là, la bonne pratique, c'est pas vraiment ça. Ça peut être difficile de comprendre. C'est un site de voyance. C'est trop chargé. C'est pas très clair pour l'internaute. Ça peut être confus. Par contre, la tendance est plutôt à arriver sur un site qui est épuré. Alors là, qui pour le coup, il n'y a vraiment pas grand-chose dessus, mais c'est peut-être volontaire. C'était sans doute juste une page d'accueil. Après, je pense qu'il doit y avoir du contenu en interne. Là, en effet, on est plutôt sur des visuels assez sympathiques, clairs, avec une belle une illustration en motion design, ça peut être sympa. On retrouve les deux boutons d'action avec estimer et créer son compte là-haut. Vous voyez tout de suite, on retrouve encore les mêmes notions. Donc là, c'est sûr qu'on aura tendance, l'internaute aura tendance à passer un peu plus de temps dessus que le site précédent où c'était assez chargé. Deuxième étape, là, ça va concerner uniquement le e-commerce. Il faut optimiser le tunnel de conversion. Alors, le tunnel de conversion, c'est une fois qu'on a envie d'acheter, on clique dessus et on va faire les différentes étapes jusqu'à l'achat, jusqu'au paiement. Pendant ce tunnel de conversion, il faut mettre en quarantaine l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, l'internaute, ne doit pas pouvoir partir ailleurs. Il ne doit pas pouvoir y avoir des liens sortants. Il ne doit pas pouvoir se dire « je vais aller par là, je vais aller par là ». Il faut vraiment que l'utilisateur reste uniquement sur la partie tunnel de conversion et que le seul but qu'il ait, c'est d'acheter. Il faut aussi intégrer un chemin de fer, c'est-à-dire qu'il faut que l'internaute comprenne combien d'étapes il y a, à quelle étape il est qu'il en a fait 3 sur 5, il en a fait 5 sur 5, et que ça soit limpide pour lui. Là, encore une fois, je vous ai mis un exemple. C'est le même client, avant, après. Sur la slide, sur l'exemple de droite, vous voyez que il n'y avait pas de tunnel, du moins de mise en quarantaine, c'est-à-dire qu'en fait, l'internaute pouvait cliquer un peu n'importe où et partir. Il n'y avait pas non plus de chemin de fer, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une barre verte sur le côté gauche avec les différentes étapes, connexion, inscription, paiement, adresse de livraison et paiement. Donc, on va dire qu'il y a trois grosses étapes. Il n'y avait pas non plus d'éléments de réassurance comme sur le côté gauche. On n'avait pas trop de pictos sur les types de paiement. Tout ça a été corrigé dans la version optimisée sur la gauche, où là, on retrouve tout, les boutons d'action,
les éléments de réassurance, comment je paye, le chemin de fer. Là, il y a tout pour que l'internaute ne fasse qu'une seule chose, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de son achat et acheter sur votre site. Voilà. Y compris, justement, il n'y a pas de point de fuite. Il ne peut pas cliquer autre part que sur se connecter ou créer son compte et continuer et aller jusqu'au bout de l'action. Donc ça, c'est très important sur le e-commerce. Souvent, ça coince sur le e-commerce, c'est-à-dire que le site est bien, est beau, etc. Les fiches produits sont belles, mais le tunnel de conversion n'est pas bon du tout. Et les points de fuite se font à ce moment-là. Les gens laissent des choses dans les paniers, mais ne vont pas jusqu'au bout, ne vont pas jusqu'à l'achat. Deuxième exemple, enfin dernier exemple même, sur les sites de captation, donc sur les sites qui ont besoin de récupérer du contact. Donc, je vous ai parlé de sites immobiliers, ça peut être des sites d'assurance, ça peut être des sites de demande de devis pour justement des fenêtres ou que sais-je. Là, il faut que le formulaire de contact soit optimisé. Mauvais exemple à gauche, vous voyez que déjà la charte est assez sombre. On ne comprend pas trop ce qu'il faut remplir, ce qu'il ne faut pas remplir. Alors, il y a des petites étoiles, ok, bon, il y a pas mal de champs à remplir. Les libellés sont assez loin du formulaire de contact, donc il faut vraiment qu'on fasse attention de se dire, bon, alors le nom, c'est quelle ligne, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu confus. La bonne pratique, c'est celle de droite, où c'est beaucoup plus clair. On voit encore cette histoire de bouton. On voit bien demander plus d'informations, c'est clair, on comprend tout à fait ce que si on remplit ce formulaire, on aura plus d'infos. On voit en dessous les pictogrammes d'éléments de réassurance que je vous ai parlé tout à l'heure, et donc les noms, libellés, prénoms, email, etc. C'est plus près du formulaire de contact, donc ça va être plus simple à remplir. D'ailleurs, l'idée aussi là-dessus, c'est de ne pas en mettre de trop, parce que ça peut freiner la conversion. Si l'internaute a énormément de champs à remplir, ça va le bloquer, il n'ira pas jusqu'au bout, et vous n'aurez pas d'infos le concernant. Donc ça, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est que plutôt vous ayez des infos, voire des demandes de devis suite au remplissage de ce formulaire de contact. Donc pour résumer, les bonnes pratiques, donc là il y a 9 étapes, 9 grandes étapes. Les étapes peuvent être, il n'y a pas forcément une idée d'ordre, mais c'est quand même bien de les avoir en tête. Donc responsive, le site doit s'adapter aux écrans, doit être facilement utilisable, votre activité doit être rapidement compréhensible, des boutons d'action bien hiérarchisés avec le même style pour convertir, les petits éléments de rassurance, donc des petits pictogrammes, des éléments sur votre société, on va dire des choses qui vont vraiment le pousser à aller jusqu'au bout. Vos informations clés doivent être visibles en premier sans avoir besoin de descendre, sans avoir besoin de scroller la page web. Il doit avoir un design agréable. Et donc, si vous êtes sur du e-commerce, optimisez bien votre tunnel de conversion, votre tunnel d'achat jusqu'au bout. Et si vous êtes sur des sites de captation où vous voulez récupérer du contact, optimisez bien votre formulaire de contact. Voilà à peu près les grandes lignes. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Imaginons que vous ayez déjà rempli tous ces prérequis. On peut encore aller un peu plus loin. Comment on fait? Eh bien, là, c'est là qu'arrive la notion de CRO. C'est ce qu'on appelle Conversion Rate Optimization. Je suis désolé pour mon accent anglais. Donc, l'optimisation du taux de conversion. C'est-à-dire comment on va encore aller un peu plus loin, sachant que vous avez déjà tout en place. Eh bien, nous, chez Humans, on a constaté qu'en fait, chez les professionnels, il y a beaucoup de professionnels qui mettent beaucoup de budget sur l'acquisition. Donc, beaucoup de budget pour faire venir du monde sur leur site, mais pas beaucoup de budget sur la conversion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient sur le site, mais une fois qu'ils viennent, comme le site n'est pas vraiment optimisé au niveau de la conversion, ils partent. Donc là, c'est tellement frappant qu'on arrive quand même à un levier de 99% pour l'acquisition et 1% pour la conversion. C'est un peu dommage parce que en fait, ça fait que 1 euro consacré à la conversion pour 100 euros dépensés. Alors qu'en fait, si on équilibre un peu mieux, on pourrait convertir à moindre coût et plus efficacement les gens qui arrivent sur le site, quoi. Plutôt que vouloir en ramener d'autres, vraiment, pourquoi pas convertir déjà ceux qui arrivent sur le site et les transformer en clients. Donc là, je vous ai mis juste un petit graphique qui vous montre un peu les différents leviers qu'on peut mettre en place. Donc pour l'acquisition, ce que j'utilisais tout à l'heure, donc du référencement payant, du référencement naturel aussi, du social media, donc tout ce qui est réseaux sociaux, de l'emailing, de l'affiliation,
Et après, on peut penser à d'autres choses comme des comparateurs de Google Shopping. Sur la conversion, on peut faire différentes choses, mais notamment pour améliorer ce taux de conversion, nous, ce qu'on propose chez Humans, par exemple, mais d'autres personnes peuvent aussi le faire, c'est de travailler sur 3 axes. Alors, soit on peut analyser le comportement et le parcours des internautes. Qu'est-ce qu'ils font sur le site, comment on peut améliorer tout ça. On va analyser un petit peu comment ils utilisent le site. On peut faire ce qu'on appelle aussi de l'A/B testing, c'est-à-dire sur différentes versions du site. Version A avec une organisation du site avec des blocs placés d'une façon ou d'une autre, et version B, on inverse de blocs, on passe un petit peu de temps et on regarde laquelle des deux convertit le mieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc version A/B testing, version A, version B, on teste. Ou on personnalise, c'est-à-dire qu'avec justement, en adaptant le site aux utilisateurs et aux interactions qu'il aurait déjà avec ce site, on peut améliorer et justement affiner au fur et à mesure sur le long terme pour augmenter ce taux de conversion. Je vous ai donné un exemple un peu plus poussé après. C'était de l'A/B testing, donc version A, version B, qu'on a fait sur un de nos clients qui s'appelle RFnet, que vous connaissez peut-être, donc qui font de la fenêtre, mais pas que. Donc là, on avait des pages d'atterrissage, c'est-à-dire qu'on avait des campagnes payantes qui pointaient vers des pages d'atterrissage, ce qu'on appelle aussi landing page. Le client avait déjà une version A avec un formulaire simple où il fallait remplir différents champs, etc. Mais on trouvait que le taux de conversion n'était pas optimal. On voulait se poser la question comment l'optimiser. Donc on a fait différents tests et on a proposé une version B où là, on est passé sur un formulaire plutôt en haute-noire, c'est-à-dire que les questions venaient les unes après les autres, avec des petits pictogrammes, avec des chiffres, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, les internautes qui arrivaient dessus convertissaient beaucoup mieux parce que c'était peut-être plus simple, c'était peut-être plus agréable à remplir. Et du coup, le client, entre la version A et la version B, il est passé d'un taux de conversion de 3 à 10. C'est-à-dire que pour 100 visiteurs sur cette page, il s'est retrouvé avec 3 devis avant, 3 demandes de devis, et là, il est passé à 10. Donc, du coup, ça paraît peut-être rien, mais sur un gros chiffre, c'est quand même considérable, parce que là, il a augmenté quasiment de 233% son taux de conversion. Et pour le coup, mécaniquement, le coût par contact a baissé, puisqu'en fait, sur un même volume de campagne SEA, donc de campagne payante, avec une meilleure conversion, son coût contact a baissé. Donc là, c'est vraiment la bonne pratique, c'est-à-dire se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Le client était content et on est donc resté sur la deuxième version de la page d'atterrissage qui convertissait le mieux. Ça, c'est un bon exemple de travail sur le CRO, donc sur l'optimisation du taux de conversion. Résumé, les priorités. Donc, comme je vous l'ai dit tout au long de la présentation, le taux de conversion, c'est un bon indicateur de la qualité de votre site. Si votre site convertit bien, ça peut se dire que le site est déjà bien fait et qu'au moins il répond aux différents types d'internautes et aux différents usages. Votre site internet est aussi un générateur de business. Alors, il ne faut pas du tout le négliger. Je pense que si vous montez un site internet, c'est pour la notoriété, mais surtout pour le business, puisque vous êtes là pour vendre ou pour vous faire connaître. Mettre en place les bonnes pratiques, oui. Alors, les bonnes pratiques, c'est celles que je vous ai dit, à peu près la dizaine de bonnes pratiques. C'est vraiment assez intéressant, assez simple aussi à mettre en place, mais il faut y penser des fois même en amont de refaire le site. Imaginons que vous ayez un site qui ne convertisse pas bien, il faut peut-être se poser les questions de comment mettre les bonnes pratiques pour la refonte de son site, par exemple. Et enfin, les usages évoluent. Analyser les comportements des utilisateurs pour améliorer votre site Internet. Ça, c'est, on va dire, dans un second temps, quand vous avez mis en place toutes les bonnes pratiques. Imaginons que vous ayez une audience assez conséquente, où vous pourrez aussi faire justement de l'analyse de comportement d'utilisateurs. C'est ce que je vous ai parlé dans les dernières slides avec l'optimisation du taux de conversion. Voilà. Pour terminer, je voulais juste vous préciser que c'est assez important, cette notion d'ergonomie de site et de taux de conversion, puisque sur la nouvelle mise à jour de Google, la mise à jour du moteur de recherche Google qui va sortir là en juin, cette notion alors la mise à jour s'appellera Google Page Experience, va être
cette notion de conversion, cette notion d'ergonomie de site va être prise en compte. Alors, à minima, certes, mais va être prise en compte dans le classement des sites sur les moteurs de recherche. Donc, vous avez tout intérêt aussi à vous pencher sur le sujet et à ne pas le laisser de côté parce que c'est un sujet qui va être aussi pris en compte dans le classement des sites. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais répondre aux questions que je vais regarder sur le chat, que je n'ai pas encore regardé. Ce que je veux vous préciser aussi, c'est que pour ceux qui sont intéressés, nous, chez Humans, on va vous proposer la possibilité d'avoir un audit gratuit de vos différents sites, à raison d'un site, on va dire, par entreprise. Et n'hésitez pas à revenir vers moi et à me demander justement un audit gratuit sur cette problématique d'ergonomie, ce qui vous permettra aussi de vous projeter un petit peu pour voir un peu les optimisations qu'il y a à faire. Alors, je vais passer au chat. Avez-vous des questions? Alors, je l'espère que vous en avez. Je vais juste regarder s'il y a quelques questions. J'espère que c'est clair pour tout le monde, que je n'ai pas parlé trop vite. Je vais juste regarder. Alors, Karim, peut-être que tu as vu quelques questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai Monsieur Langloff, la notion de « je ne suis pas un repos », est-ce une bonne pratique? Ah, par rapport au formulaire de contact, oui, moi je dirais que c'est une bonne pratique, c'est pour filtrer, oui. Combien de champs vous préconisez? Ça, c'est assez difficile, ça dépend vraiment de quelles infos vous avez besoin. Moi, j'aurais dit en dessous de 4-5 maximum, ce serait bien, parce que ça me paraît après lourd au niveau des choix. Après, j'ai une question de Madame Blanchard concernant la mise en quarantaine. Cela n'a-t-il pas un effet négatif dans le sens où l'internaute ne rajoutera pas d'autres produits dans le panier? Alors, en effet, on peut se poser la question. Après, quand il arrive à cette étape-là, on peut très bien se dire qu'il a terminé, on va dire, son achat. C'est-à-dire que vraisemblablement, s'il veut payer, il ne veut pas remettre les choses dans le panier. Donc, en effet, on peut se poser la question. Mais bon, je pense que quand il arrive sur le tunnel de conversion, c'est qu'il veut vraiment payer. Donc, ça peut être intéressant. Poum, poum, poum. Alors, les outils que vous utilisez sont-ils gratuits? Ah non, les outils, non, justement, la plupart sont payants, c'est assez cher. Je crois, à ma connaissance, que Google Optimize peut être utilisé de façon gratuite, mais ça, c'est à vérifier. Sinon, avez-vous des outils gratuits à nous préconiser? Alors, non, ça, c'est une question de Madame Caplier. Je n'en ai pas, mais je pourrais me renseigner, mais non, je n'en ai pas là de premier abord. Après, j'ai une question de Madame Samborski, excusez-moi si j'écorche les noms. Quelles sont les recommandations pour convertir un site B2B, pas de panier? Alors, un site B2B, bah, tout dépend ce que vous recherchez, mais en effet, là, on sera plutôt à chaque fois que j'en ai parlé, ce sera plutôt sur ce qu'on appelle un site de captation de leads. Donc là, c'est les recommandations que j'ai données tout au long. Donc là, elles sont valables pour tout, avec en plus les recommandations pour l'optimisation du formulaire de contact. Alors, Monsieur Paul qui disait intéressant et très clair, pouvez-vous envoyer les slides? Alors, il y aura un replay qui va être envoyé par Karim sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez regarder, oui, en effet. J'ai une question à nouveau de Madame Blanchard. Pour un site e-commerce, que pensez-vous de la place réservée à la présentation de la marque? Peu important, peu d'intérêt, cela risque de perdre l'internaute. Non, je pense que c'est intéressant. Après, tout dépend du type de marque. Ça peut être aussi une façon de bien vous présenter, mais surtout de ramener du référencement naturel sur votre site. Donc, en effet, ça peut être utile. Alors, je suis désolé, ça sonne dans tous les sens. Alors, non, ça peut être utile à voir. Il faut se pencher sur le sujet. Quelle est l'utilité d'écrire des articles sur un site internet pour créer de la conversion? Alors là, c'est une question du Strasbusch. Je pense que c'est le magazine étudiant, si je ne me trompe pas. L'utilité d'écrire des articles sur un site internet, ça va surtout être utile pour le référencement naturel, donc que vous soyez trouvé par les moteurs de recherche en fonction des différents mots-clés que vous aurez placés dans votre article. Et du coup, ça va augmenter vos audiences de façon assez ciblée. Mais il faut aussi travailler toute la partie technique et la partie netlinking, c'est-à-dire les liens qui vont venir vers ces articles.
c'est un ensemble. Le référencement naturel, c'est un ensemble de 3 piliers qu'il faut travailler. Alors, j'ai une question de Jean-Luc. Quel est le bon taux de conversion lorsque le client est dans un tunnel de vente? Alors ça, c'est difficile de le dire. Enfin là, j'ai pas forcément de données parce qu'il y a différents taux de conversion en fonction des domaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, un taux de conversion moyen global commence à être bon à partir de 3%. C'est-à-dire que si vous avez un taux de conversion de 1%, de 2%, c'est un peu compliqué. Il faudra quand même se pencher sur le sujet. Bonjour, est-il possible d'avoir votre mail? Alors oui, tout à fait, il est possible. Et d'ailleurs, je vais changer juste de slide parce que j'ai une slide avec mes coordonnées. Alors normalement, vous devriez la voir avec une jolie photo et un cercle vert. Voilà. Donc là, vous n'hésitez pas à me... Voilà. Je remercie ma collègue Maude qui a pris le relais, qui a tapé mon adresse mail. Mais vous pouvez en effet me contacter. Vous avez aussi les coordonnées de notre site, donc humans.fr, où vous trouvez pas mal de ressources. Beaucoup de livres blancs, beaucoup d'articles sur les différents sujets, pas uniquement sur la partie ergonomie, mais plus sur l'ensemble. Alors, si j'ai bien compris, donc c'est une question de Madame Young. L'utilisation des outils CRO permettent l'analyse du comportement consommateur en analysant la forme. Et pourquoi? Alors, excusez-moi, mais j'arrive pas trop à comprendre. Mais pourquoi le comportement? Ce sera le comportement de l'internaute. Par exemple, il y a certains outils qui permettent d'enregistrer des sessions complètes et on va pouvoir voir peut-être avec des cartes de chaleur après enregistrement, se dire bon bah voilà, l'internaute il clique souvent là, c'est peut-être intéressant que je mette des éléments importants ici pour la conversion. Ça va être ça le niveau du comportement. Se dire bon bah mon interface elle est comme ça, mais peut-être que les internautes l'utilisent d'une autre façon. Donc peut-être modifier les blocs à mettre à différents endroits pour que ça convertisse mieux. Ce sera plutôt ça au niveau du comportement. Ah, je me permets de vous répondre à l'oral, ce sera peut-être plus facile qu'à l'écrit. Ah. Alors si ça vous dérange pas. C'est qui parle? Du coup, Jade Young, donc c'est moi qui ai posé la question sur le chat. De même. Alors, ma question, c'était donc, est-ce que, par exemple, il peut y avoir des clés d'explication dans le comportement consommateur qui vont expliquer du coup pourquoi est-ce qu'ils vont cliquer plutôt par là et qui permettront de compléter l'analyse, par exemple, des cartes de chaleur? Je ne sais pas si ma question est très claire. Mais là, il faudrait qu'on en reparle peut-être un peu. Non, c'est un peu plus poussé. C'est vrai que nous, quand les questions sont un tout petit peu plus compliquées comme la vôtre, on voit ça directement avec nos équipes. Mais je ne sais pas comment vous répondre un peu plus. Disons que l'analyse du comportement des consommateurs, enfin du moins des internautes, va vraiment nous aider sur la conversion. Après, la post-analyse des cartes de chaleur, ça doit être fait par des pros, par des collègues chez nous. C'est vrai que c'est pas forcément ce que je fais moi, c'est pas ma spécialité, si vous voulez. Mais si jamais vous avez des questions, on pourra en reparler un petit peu plus tard hors webinaire, si ça vous dérange pas. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, on a eu deux questions. Une question de Jean-Luc. Donc, est-il intéressant de proposer des booms lorsque le client a acheté votre produit, c'est-à-dire une offre exceptionnelle et c'est tout de suite? Alors là, c'est pareil, tout dépend du produit, tout dépend du site. Ça, il faudrait se pencher dessus. Là, c'est difficile de répondre à ce type de questions. Donc, Jean-Luc, je vous invite à revenir vers nous, peut-être. Est-ce que tu souhaites que je prenne le relais, Julien? Il y a ma collègue Maude qui va peut-être pouvoir nous aider parce que Maude est spécialiste du sujet. Donc Maude, je te laisse la parole. Alors du coup, pour répondre à votre question, Jean-Luc, effectivement, alors il peut être intéressant de proposer des bumps. La seule solution, enfin, en tout cas la question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi. Est-ce que c'est effectivement pour proposer par exemple du cross-sell, donc c'est-à-dire vendre du produit complémentaire? Et dans ces cas-là, pour moi, ça doit plutôt être travaillé en amont dans le parcours, parce qu'une fois effectivement que la personne est dans le tunnel, il faut plutôt l'amener à la conversion finale, c'est-à-dire à l'achat. Et ça aussi, ça doit être, en tout cas, la question doit être aussi posée par rapport à l'image de la marque. Ça, c'est beaucoup utilisé effectivement sur les sites de discount. Vous allez le voir sur ces discounts. Vous allez aussi le voir parfois dans le domaine de l'alimentaire avec Uber Eats, où on propose effectivement du produit complémentaire. Par contre, effectivement, si ça correspond pas non plus à l'image du produit, c'est pas quelque chose qu'on recommande forcément. Là, l'idée, c'est qu'une fois qu'il rentre dans le tunnel d'achat, il faut qu'il aille à l'achat et donc à la conversion finale. Donc, on peut éventuellement proposer du bump sur des offres un peu exceptionnelles ou des réductions peut-être, mais je vois pas l'intérêt puisqu'à partir du moment où il est dans le tunnel, normalement, il est censé convertir.
j'espère que ça répond à la question. Alors, apparemment, excusez-moi, apparemment, il y a un souci d'affichage au niveau de mes coordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite capture d'écran et je vais vous l'envoyer dans le chat. Alors, attendez, excusez-moi, hein, je vais juste... Voilà. Ou alors, Julien, tu peux afficher éventuellement la dernière diapo. Alors, le problème, c'est que si j'affiche la dernière diapo, j'ai plus vos questions. C'est un peu compliqué. Alors, j'essaie de revenir juste un petit peu. Donc, on a répondu à la question de Jean-Luc. Quels outils? Alors, j'ai une autre question de Madame Diom, donc Anne-Marie. Quels outils vous recommandez pour l'analyse du parcours client et pour l'A/B testing? Alors, typiquement, nous, on travaille beaucoup avec Hotjar et avec Google Optimize. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez utiliser donc justement ce qu'on propose, ce que nous on utilise PerfMaker ou Beable, mais il y a encore d'autres outils, quoi. Mais déjà commencer par Hotjar et Google Optimize, c'est déjà bien si l'audience de votre site vous le permet, parce qu'il faut un minimum de nombre de sessions pour les utiliser. Alors, les coordonnées ne sont pas affichées. Normalement, je les ai envoyées. Y a-t-il des bonnes pratiques généralement plus efficaces en B2B qu'en B2C? Les bonnes pratiques sont valables dans les deux cas. Maintenant, ça va être plutôt peut-être vos objectifs qui vont changer et la cible. Là, il y aura peut-être un travail différent sur le référencement naturel et le référencement payant. Mais en tout cas, les bonnes pratiques que je vous ai annoncées là sont bonnes dans les deux cas. Voilà, on arrive un peu à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère que ça a été clair. Il y avait des questions peut-être sur lesquelles tu n'as pas répondu, il me semble. Ah mince, excusez-moi. Je crois que j'ai vu, est-ce que l'affichage de prix est indispensable pour l'optimisation de conversion? Je ne sais pas si tu avais répondu à celle-ci. Non, je n'ai pas répondu. Alors, du coup, ça s'est un peu enchaîné. Alors oui, l'affichage de prix, oui, bien évidemment. Ouais, merci pour cette belle présentation. Alors, merci à vous. Oui, là, nous, on conseille vraiment l'affichage des prix, bien évidemment. Et il y avait une question aussi, peut-être que tu as laissé passer. On est en train de développer nos produits. Est-ce que c'est possible d'optimiser la conversion avant d'avoir des produits déterminés? Alors là, c'est pareil, il faudrait qu'on ait un peu plus de détails parce que c'est vrai que sur quelle étape de la création des produits, je pense que l'optimisation de la conversion se fait une fois que le site est déjà en place. C'est un peu flou, peut-être, Maud, si tu as... En fait, on peut alors ce qu'on conseille en tout cas, nous de ce côté-là, c'est qu'on peut éventuellement faire des tests, notamment avec, ce dont Julien vient de parler, l'outil Hotjar qui permet effectivement de faire des cartes de chaleur. Ça, c'est des choses qu'on peut faire sur maquette, avant effectivement que, le site soit en ligne. Comme ça permet effectivement de tester, les différentes zones, de chaleur, savoir, sur quoi effectivement les internautes cliquent, en priorité et du coup les éléments à corriger avant le développement du site. Mais après, effectivement, si c'est pour valider qu'un produit plaît ou pas, c'est quand même un petit peu délicat. Il vaut mieux effectivement faire des tests consommateurs en amont, avant ou des études marché ou des benchmarks avant effectivement de se lancer dans la création d'un site qui vend effectivement du produit, là, pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, déjà, je remercie tous ceux qui nous remercient et qui partent au fur et à mesure. Merci d'être venus, c'est très sympa. Il y avait juste une question. Alors, j'avais une personne qui parlait de comment justement faire comprendre aux commerçants réfractaires au numérique. Alors là, on sort un peu du sujet. Nous, ce qu'on a toujours tendance à dire et qu'on voit avec nos clients, c'est que dites-vous que le digital, quand même, c'est plutôt un investissement, mais c'est surtout une opportunité de faire du business différemment, parfois même à moindre coût. Donc là, c'est vraiment, bon, il faudra quand même se pencher sur la question, mais il y a des choses à aller chercher. En plus, la période nous a prouvé que c'était vraiment le moment aussi d'y aller. Il faut que les personnes soient aussi alertes à ce sujet. Mais je pense que c'est une question qui est très vaste. Là, on sort un peu du cadre. Mais donc, Monsieur Grossens, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez qu'on en reparle un petit peu plus. J'ai une question aussi sur comment ça se passe pour avoir un audit. J'ai mis mes coordonnées. De toute façon, les coordonnées seront renvoyées par Karim dans le mail après ce webinaire. Vous m'envoyez un petit mail, on se passe un petit coup de fil, on voit ensemble. Et nous, on fera... Alors, c'est un audit qui est gratuit, qui va relever les principales brèches sur
la question de l'ergonomie et on pourra voir ensemble voilà, rapidement. Alors, comme dit Maud, voilà, c'est ça. Je répondrai à la question. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, le Strasbusch qui dit qu'il sera disponible demain en print à l'Office du tourisme. Alors, on ira à l'Office du tourisme pour consulter le Strasbusch. Merci pour la pub. Et donc, voilà, si vous n'avez plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Karim, si vous en avez d'autres, envoyez-moi un petit mail ou passez-moi un petit coup de fil. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que ça vous a convenu, que vous avez trouvé des bonnes réponses et surtout des bonnes pratiques à mettre en place sur votre site. Ah, il y a une dernière question de Monsieur Palazzi. Si jamais, on peut prendre une dernière. Voilà, merci pour la présentation. Merci à vous. J'en profite juste, merci Julien pour cette présentation très claire et pour la manière dont tu as abordé ce sujet, qui peut paraître technique Ouais. dans un premier temps, mais voilà, c'est très bien parce que tu as bien défini les termes et c'était très bien. J'en profite juste, il existe aujourd'hui des incitations, des aides à la digitalisation, donc des aides financières. Ça peut être aussi un moyen de se lancer. Alors, l'incitation financière, c'est pas forcément le bon motif, mais pourquoi pas. Ça permet d'avoir un investissement un peu moins important. Et donc, vous avez des aides. Alors, je vais vous mettre un lien dans le chat. N'hésitez pas à regarder si vous êtes éligible. Il y a 3 grands dispositifs en Alsace aujourd'hui. Vous avez le chèque numérique de 500 € de l'État qui vient d'être étendu à toutes les entreprises de moins de 11 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, quelle que soit l'activité. Vous avez l'aide de l'Eurométropole si vous êtes sur l'une des communes de l'Eurométropole. Et vous avez l'aide de la région qui est un peu plus importante financièrement. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Postuler si vous avez des projets numériques, que ce soit dans le domaine de l'optimisation de votre site web, les réseaux sociaux, la mise en place d'un site e-commerce. Voilà, nous, on reprendra contact avec vous au niveau de la CCI et on fera des diagnostics aussi à notre niveau qui sont un peu plus global au niveau du numérique dans l'entreprise aussi, pas seulement l'aspect externe et l'aspect communication. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Et puis, je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Non, alors c'était plus des personnes qui partaient, qui nous remerciaient. Alors, il y a une personne, alors je crois qu'il y a une dernière question. C'est plutôt pour toi, Karim, du coup. Il y a une question sur comment trouver un partenaire pour créer un domaine. Alors là, je ne comprends pas trop la question. Si vous pouvez préciser si c'est pour les questions de nom de domaine, d'hébergement. Donc, si c'est cette partie-là, en fait, il y a des hébergeurs, on va dire, que vous pouvez trouver en ligne, qui sont les plus connus. Ça va être OVH, Ionos, Gandhi, voilà. C'est les principaux. Donc, vous pouvez vérifier si le nom de domaine auquel vous avez pensé est disponible et le déposer auprès de ces hébergeurs, qui sont des hébergeurs, on va dire, les plus connus, les plus répandus. Même si OVH, je pense que vous avez tous entendu, a eu un incendie récemment, mais bon, voilà, ils sont quand même une entreprise qui est assez établie en France et même maintenant au niveau international. Alors, par contre, il y avait juste une question, Karim, il y avait apparemment des gens qui n'ont pas eu le lien, mais rassurez-vous, de toute façon, toutes les personnes inscrites vont recevoir le lien vers le replay. Oui, et il y aura toujours de quoi rattraper un petit peu le. Voilà, comme quoi on a des améliorations à faire aussi au niveau de l'expérience utilisateur. Alors c'est vrai que certaines fois, ça arrive que en fait, il y a un envoi la veille à 18h du lien pour accéder au webinaire. Ça arrive que certaines fois, certaines personnes ne le reçoivent pas. Alors c'est peut-être dans les spams, c'est peut-être voilà, il y a peut-être un problème au niveau de l'envoi. Alors sachez que j'enverrai le lien du replay à toutes les personnes inscrites et non seulement aux participants. Donc ce sera bien toutes les personnes inscrites qui le reçoivent. Voilà. Oui, en effet, c'est sur la chaîne YouTube de la CCI. Mais de toute façon, il y a les emails. Si jamais vous êtes coincé ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Moi, je vous transférerai le mail que Karim aura préalablement envoyé. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, il y a toujours moyen de récupérer l'info. Et on reste à votre disposition pour toute info complémentaire.
Voilà, merci Julien. On se retrouve prochainement là pour d'autres webinaires CCI. Donc pareil, n'hésitez pas à aller sur le site de la CCI, dans la rubrique agenda, vous retrouverez les prochains webinaires qu'on organise. On en a un jeudi, je le dis, sur un sujet du digital qui concerne l'identité visuelle. Donc c'est un sujet qui est important aussi et voilà, qui mérite d'être traité. Donc on aura une agence qui s'appelle Ben & Joe, qui est sur Strasbourg, qui nous parlera de ce sujet-là, de la mise en place d'une identité graphique, une identité visuelle marquante. Voilà. Yes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure. C'est bon pour toi, Julien? Oui, du coup, nous, au nom de Humans, je remercie aussi la CCI de nous avoir permis de nous présenter et de partager aussi notre savoir, on va dire, avec l'audience d'aujourd'hui. À bientôt, Karim, et puis en espérant que ça ait convenu à tout le monde. Et puis merci à Maud aussi qui m'a aidé sur cette présentation et qui a répondu avec brio à 2-3 questions. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.